Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Le printemps est certes arrivé, il ne fait pas beau, mais nous allons parler d'un sport estival pour nous réchauffer le cœur, puisque ce soir, la pétanque est en vedette dans À domicile. La pétanque en folie, 15 millions de pratiquants en France de ce sport, même si on le verra, les licenciés sont un petit peu en baisse. Ce soir, pour en parler, le président de la Fédération internationale, il est français, Claude Azéma. Claude, lui, coach et entraîneur, et deux champions. Une championne du monde et un champion du monde, Éric Sirot, donc, et Fabienne Berdois. Et puis un inventeur de génie, un ingénieur extraordinaire, donc c'est Vartan Berberian. Tout un programme, c'est à domicile dans quelques instants. Tout de suite, l'info, 365 secondes d'info, et ensuite, on se retrouve sur ce plateau. Et sur ce plateau, comme tous les mardis, mon compagnon de route, David Aiello. Salut David. Salut Jean-Philippe. Nous sommes donc aujourd'hui le 21 mai. Oh là là, je vous vois venir. Mais oui, non, mais j'aime bien toujours lui poser les petites colles. 21 mai 1995, que s'est-il passé il y a donc 18 ans? Je vous aide, Reykjavik, ouais. Islande. Ah, 95, ce serait pas du sport, un sport collectif. Du hand. Bravo, la France. En effet, il y a donc 18 ans, la France devenait la première équipe dans un sport collectif donc à remporter le titre mondial. Championne du monde en battant la Croatie. Le score? Alors là, vous allez trop loin. 23-19. Première équipe dans les sport co à devenir championne du monde, mais pas championne olympique, parce qu'on avait une équipe de sport co. Là, c'est moi qui vous pose une question. En rugby en 24 Non, c'était du hockey sur glace en 24. Non, du waterpolo. Du waterpolo, ah d'accord. En 24. Non, mais là, donc, on parle des championnats du monde. Première équipe avant la fameuse épopée des Bleus de Jacquet 98. Dans cette équipe, quelques noms. Philippe Gardan. Bien sûr, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps. Jackson Richardson. On les voit, les superstars. Philippe Stocklin, une équipe de rêve dirigée par Daniel Constantini, c'est un clin d'œil. Il y a donc 18 ans. Le gros clin d'œil ce soir, c'est la pétanque, David. Ouais. Vous jouez à la pétanque? Oui, comme tout le monde. Ouais. Vous tirez ou vous pointez? Ah, ça, je vous raconterai ça plus tard. Ça va venir tout à l'heure, plus tard dans la chronique. Vous allez avoir la réponse. Mais pour ça, il faudrait déjà qu'on ait peut-être une météo un petit peu plus favorable, quand même. Parce que là, pour jouer à la pétanque, en ce moment, c'est pas forcément l'idéal. Mais en fait, vous avez raison. Oui, effectivement, comme tout le monde, je joue à la pétanque. On est tous des joueurs occasionnels. Et on ne croit pas si bien dire en disant comme tout le monde. Ça va me donner l'occasion de vous donner le premier chiffre de la soirée. Est-ce que vous avez une idée du nombre de pratiquants, je dis bien de pratiquants, de pétanque aujourd'hui en France? Oui. Ah, vous avez bossé, c'est bien. Alors j'essaie de bosser mes dossiers. 1,5 million. Ah, j'ai parlé de pratiquants. C'est 15 millions les pratiquants. Ah là, il vous manque une petite virgule. Ah oui. Voilà, 15 millions, 15 millions de pratiquants. Voilà, on est à 15 millions de pratiquants. C'est colossal. Ça en fait d'ailleurs le 5e sport le plus pratiqué. On entend la pratique sportive au sens large. Derrière la marche, la natation, le vélo, le ski et donc la pétanque avec ses 15 millions de pratiquants plus ou moins réguliers ou occasionnels. Est-ce que ça veut dire que la pétanque est un sport en plein essor? Alors, attention, c'est un petit peu plus compliqué parce que je viens de vous parler de pratiquants et non pas de licenciés. Nuance. Licencié, on est inscrit dans la fédération, pratiquant, on peut pratiquer comme on veut. Et sur le point des licenciés, les chiffres sont beaucoup moins réjouissants et montrent même une érosion assez inquiétante. Et on est bien loin de l'âge d'or de la pétanque, un âge d'or d'ailleurs pas si lointain, c'était dans les années 90. Et à l'époque, regardez ce podium des 3 sports qui comptaient le plus de licenciés en 1994. Eh bien, la pétanque était en 3e position en 94, derrière donc, le foot, le tennis, et il y avait à l'époque une pointe de 581 000 licenciés pour la fédération de pétanque et de jeux provençal qui aujourd'hui, donc 20 ans plus tard, n'en compte plus que 300 000. Et ça aussi, on va le voir avec une petite courbe qui va nous montrer donc une chute assez constante et donc inquiétante depuis le milieu des années 90 avec donc cette pointe à 581 000. Voilà la petite courbe qui va partir et vous allez voir la lente mais sûre érosion pour arriver aujourd'hui aux environs d'un peu plus de 300 000 licenciés. En effet, érosion très nette. Il y a même une chute brutale. Je pense d'ailleurs que on tentera de l'expliquer avec nos invités ce soir, à la fois le président de la Fédération internationale, les champions qui seront présents. Donc là, et seulement en 2011, là, les derniers chiffres. Ça fait mal. De la compète au loisir. Toujours très intéressant avec peut-être, en tout cas qu'on est passé de la compète nos infographistes. Alors, comment on peut l'expliquer ça? Est-ce qu'il y a... Non, on va voir ça effectivement avec nos invités, mais j'ai fouillé un petit peu moi sur les forums. Voilà, quelques indications, quelques pistes, exactement. Donc j'ai fouillé sur les forums, et d'ailleurs c'est une question qui agite le milieu de la pétanque et qui même inquiète assez pour l'avenir. Et plusieurs causes sont mises en avant, donc aussi bien par les pratiquants que par les licenciés. Dans le désordre, on retrouve la mauvaise structuration des compétitions, on les juge trop hétéroclites ou trop hétérogènes, pas assez organisées, avec un manque de challenge, notamment au niveau local,
au niveau régional, on estime que les championnats de France ont trop de poids par rapport aux compétitions locales. Donc un problème de structure et d'organisation pour certains qui pointent donc les difficultés également de la fédération à harmoniser ces différentes compétitions au niveau régional, en particulier en raison du manque de moyens. La fédération n'a pas un budget très très élevé, notamment compte tenu de son nombre de licenciés, quand même 300 000 licenciés. Pourquoi ? Parce que le prix de la licence a toujours été historiquement bas. C'est environ 35 à 40 euros la licence au sein de la Fédération française de pétanque. Et certains réclament une hausse de cette licence donc pour permettre le développement de la pétanque. Autre problématique qui est évoquée sur les forums, la question de l'argent. Cette fois-ci par l'argent de la fédération, on est le prix de la licence. On sait que l'argent circule sur les boulodromes. Bien sûr, je parle de l'argent sur les boulodromes. Ça a toujours existé, les petits paris à 10 euros sur les boulodromes à l'époque, peut-être à 10 francs. Ils jouent même entre eux. Voilà, les joueurs entre eux. Le petit pari amical. Problème pour certains, on a assisté peut-être à une dérive, crise oblige, avec des paris de plus en plus importants. Certains jouent leur fin de mois ou augmentent leur salaire comme ça. Du coup, l'ambiance sur les boulodromes s'en serait ressentie. Et pour certains, donc encore une fois, si je ne m'avance pas, c'est pas personnel, c'est ce qu'on dit sur les forums, les parents seraient plus réticents à inscrire leurs enfants, ce qui nous amène directement au problème de l'image de la pétanque. Oui. Donc une image qui est à la fois populaire, on l'a vu avec ses 15 millions de pratiquants pour le côté loisir, peut-être même un peu glamour. On sait qu'on voit régulièrement des photos de people chaque été jouer à la pétanque. Ça, c'est pour le côté un petit peu positif. Et puis, il y a à Saint-Tropez notamment. Voilà, exactement. Oui. Et puis, il y a donc du côté de la pratique compétition, cette question de l'argent qui pose peut-être problème au niveau des valeurs du sport. Vous savez qu'on parle beaucoup de ces valeurs véhiculées par un sport pour recruter de nouveaux pratiquants. Eh bien, peut-être qu'il y a un petit blocage qui se fait et en tout cas qui se traduit au niveau des licenciés, en particulier chez les femmes et les jeunes qui sont visiblement très réticents à venir s'inscrire à la pétanque. Regardez ces chiffres, c'est deux camemberts qui vont vous donner la répartition. Éléments graphiques là, et on va se rendre compte que les femmes jouent très peu. Trop peu, en effet. 16% de femmes, d'après les derniers chiffres qu'on a pu trouver, pour 84% d'hommes, donc. Et pareil pour la répartition du côté des jeunes, seulement 14% de moins de 25 ans. Donc on voit quand même que les très jeunes et les femmes ont quand même du mal à venir du côté de la pétanque. David, pour terminer, est-ce que cette chute donc, des licenciés a une incidence sur les résultats au plus haut niveau des Français? Non, car s'il y a bien un sport où la France demeure intouchable, c'est bien la pétanque. La France reste sur 10 titres consécutifs de champion du monde. Nous régnons, nous sommes les plus forts. On est intouchable là-dessus. Oui. On dispose donc d'un palmarès que beaucoup de sports pourraient nous envier. Imaginez 10 titres de champion du monde en hand, dont on parlait tout à l'heure, ou en football, ça paraît quand même assez inimaginable. On va le voir d'ailleurs avec le palmarès global des équipes de France seniors. Regardez, 27 titres de champions du monde, 27 médailles d'or donc pour les équipes de France seniors depuis donc que les championnats du monde existent, et au total 53 médailles. Je le disais, 6 fois moins pour la Suisse. Voilà, 6 fois moins pour la Suisse. Médaille d'or, j'entends. On voit d'ailleurs le dernier titre non français remonte à 2000 pour l'équipe de Belgique. Donc de ce point de vue, pas d'inquiétude, mais attention, donc je le disais, la baisse continue du nombre de pratiquants et surtout de licenciés pourrait peut-être à terme fléchir le niveau général de l'élite. Et je vous le disais, pour en revenir à moi, ce n'est pas avec des joueurs comme moi, qui suis un très modeste pointeur, qu'on va arriver à quoi que ce soit. Peut-être avec vous, qui êtes un très bon tireur, je crois, ou non, pas ça. Alors regardez cette petite image, parce que je voulais vous proposer le défi de Christian Fazzino, qui est le recordman du monde du côté des tireurs. Il a réussi l'exploit, 992 boules tirées sur 1000. 1000, 8 échecs sur 1000 boules. En 55 minutes. 55. Ça, c'est le record du monde. Donc, je ne sais pas si vous en êtes là. Oui, bien sûr, oui, sur un an. Voilà. Sur un an, mais c'est 9,9 boules touchées sur 1000. Voilà. Non, il ne faut pas exagérer. Bon, merci David pour cette belle présentation sur la pétanque. Merci, voilà, ça donne envie d'en parler. Nous allons donc en parler dans une seconde avec nos invités. Je rappelle Claude Raluy, également Vartan Berberian qui est avec nous, qui est un ingénieur, créateur, inventeur de boules, un bonhomme, on peut le dire, assez génial. Tout de suite, c'est l'info, 3 infos en 65 secondes. Et ensuite, ça y est, le débat commence, la pétanque. La pétanque, donc, ce soir, dans À domicile. 2 Claude face à face. Et c'est sympa de vous retrouver sur un plateau. À ma droite, c'est Claude Azéma. Bonsoir, Claude. Bonsoir, Phil. Claude, qui est le président de la Fédération internationale de pétanque, depuis 2004. Depuis 2004, renouvelé 2 fois pour l'instant. Pas mal. Mais ça va bientôt s'arrêter. Et également, qui a été président pendant 12 ans de la Fédération française de pétanque. Absolument. Voilà. Et en face, un autre Claude, qui a été un grand joueur il y a quelques années. Maintenant, c'est un grand coach. Claude Raluy. Claude qui est fondateur et président du CIEP, traduction, le Centre international d'enseignement pétanque. Bonsoir.
Bonsoir. Centre international, ça signifie que vous êtes un coach, vous entraînez en France mais surtout à l'étranger et vous tentez donc de développer la pétanque ou d'entraîner les meilleurs. Dans l'esprit principal, c'est faire de la formation de formateurs, c'est-à-dire d'assister un petit peu les fédérations étrangères à acquérir une légitimité dans une logique pédagogique. Voilà. On va en reparler dans quelques secondes. D'abord, messieurs, j'aimerais que l'on parle donc de cette pétanque en France. David d'ailleurs nous a fait une super présentation. Qu'en est-il, Claude? Et là, je parle donc au président, Claude Azéma. Claude, la situation en France, on a vu, et c'est, je dirais pas inquiétant, mais un petit peu bizarre, le nombre donc de licenciés diminue alors que le nombre de pratiquants augmente. Quelle en est la raison pour vous? La raison principale qu'il y a eu au départ de la baisse des licenciés, c'est qu'on est passé d'une licence carton qui était distribuée un petit peu partout, sur les coins de bar, dans les clubs, même à des gens qui ne jouaient pas pour faire plaisir, qui donnaient leurs 10 francs à l'époque, à une licence qui s'est peu à peu informatisée et qui maintenant est complètement dépendante de l'informatique et même de l'Internet. Ce qui fait que pour avoir une licence, maintenant, il faut faire une démarche positive. Il faut s'inscrire, il faut aller dans un club, il faut renouveler. Donc c'est évidemment plus difficile. Et puis on subit, comme beaucoup d'autres sports, l'influence de la pétanque loisir, le sport loisir. Les gens préfèrent jouer entre eux, s'amuser, que de faire de la compétition, que d'aller dans un club. Ce en quoi ils ont tort, parce que le club, c'est quand même la racine du sport pour tous les sports. C'est là que se fait la vie associative, c'est là que se font les rencontres. Mais ça, on pâtit de ça. Et puis il y a aussi le problème un peu économique. C'est plus difficile maintenant pour aller jouer. Il faut se déplacer, il faut avoir un petit peu d'argent pour aller quelque part. Vous savez qu'à chaque compétition, il faut payer un droit d'inscription. Donc toutes ces petites choses-là jouent. Dans certains endroits, il y a des problèmes de violence, etc. quoi. Ah, quand même. Attendez, il y a beaucoup de choses là, parce que il y a le prix, la violence. Alors, sur le prix, la licence, on parle de 35-40 euros. Non, le prix n'est pas très élevé. La fédération est une de celles qui vend sa licence le moins cher, mais c'est pas parce qu'on l'a doublé depuis quelques années qu'il y a ou plus ou moins de monde. Mais il faut savoir que pour jouer à la pétanque, quand vous allez sur une compétition, il faut payer un droit d'inscription pour participer, il faut être inscrit, il faut s'alimenter, il faut se nourrir sur place. Et ça fait des frais supplémentaires, plus les frais de déplacement. Donc c'est plutôt ça qui joue que le prix de la licence. La fédération reste une licence, avec une pétanque avec une licence populaire et peu chère, et ça, on tient à cet aspect des choses, même si je ne suis plus à la fédération française. Certes, mais Claude, lorsque les joueurs, quels qu'ils soient, professionnels ou amateurs français, vont sur un tournoi, ils sont tous licenciés, premier élément, donc ça c'est indispensable. Obligatoirement, oui. Mais après, ils payent donc un droit d'entrée pour faire le... Alors ça dépend, dans le cadre des compétitions internationales, ils représentent leur fédération, dans ce cas-là, ils viennent dans la compétition internationale. Là, c'est normal. Voilà. Sous l'égide de la fédération internationale. Mais sinon, une compétition, je pense, les grands tournois, on parle souvent du grand tournoi populaire, la Marseillaise, à pétanque, voilà. Qu'en est-il? Les grands tournois, ils payent leur inscription comme tout le monde, comme l'amateur. Alors, c'est de quel ordre? Ça dépend des compétitions, mais on doit être dans les 10 euros à peu près. Non, c'est moins cher. Il y a une règle. Il y a une règle qui fixe à 7 euros par personne, voilà. Donc ça fait à peu près 15 euros en doublette. Voilà, c'est ça. Ah d'accord, donc en triplette, ils sont 3, ils payent 21 euros. En général, c'est à 21 à 25 maximum. Il y a des normes fixées par la Fédération française et on oblige. Mais c'est pas le seul sport qui fait ça. Quand vous avez participé à une compétition de tir, une compétition ou même de golf, tennis d'ailleurs. De tennis, tennis, c'est la même chose. Hein. On est licencié en tennis. On veut faire un tournoi de plage ou à Paris, quelle que soit la surface, et on va payer un droit d'inscription de 20, 25 ou 30 euros. Ouais. Donc ça, c'est logique. Élément, non pas qui m'inquiète, mais qui me surprend. Vous parlez de violence, Claude. Qu'en est-il? C'est-à-dire qu'il y aurait un peu de tension sur les compétitions de pétanque. En général, la violence vient des gens qui ne sont pas dans les joueurs. C'est très rarement entre les joueurs que sont les accrochages. C'est plutôt autour de ce qui se passe dans les parties. Mais c'est un peu ce qu'on trouve. On a parlé beaucoup pour le football dans la région parisienne. Et dans certaines régions de France, c'est aussi ça. Ce sont des éléments extérieurs qui arrivent, qui viennent perturber les jeux, qui deviennent agressifs. Et il y a des régions où les gens n'aiment pas aller jouer. Donc même les personnes qui jouent régulièrement préfèrent ne pas aller sur ces compétitions parce qu'ils ne se sentent pas bien, ils ne se sentent pas à l'aise. On vient jouer à la pétanque, c'est pour se distraire, c'est pour se détendre et non pas pour avoir des combats nerveux, voire physiques pour ça. Donc ça a joué ça. Et ce qui a joué aussi contre un peu la pétanque, c'est toujours notre mode de compétition qui fait que les journées de pétanque, les compétitions sont très très longues. Parce que comme il faut faire tourner la buvette, il faut faire profiter tout le monde un petit peu. Ça dure combien de temps? C'est-à-dire qu'on commence à quelle heure en moyenne? Une compétition de pétanque, Si vous prenez les concours nationaux qu'on oblige de jouer sur 2 jours, elles commencent à 10h les samedis matins, finissent autour de minuit, 1h le samedi soir, recommencent à 8h le dimanche pour finir aux alentours de 18h le dimanche soir. Et les compétitions
on va dire, départementales, par exemple régionales, même si elles se jouent sur une seule journée, elles peuvent durer de 10h du matin jusqu'à minuit, 1h. Évidemment, c'est tard pour la remise des prix, c'est tard pour faire un peu de présentation aux autorités. Donc il faut revoir, il y a de nouvelles modes de compétition qui permettent d'aller plus vite. Mais pour l'instant, en France, c'est souvent ça qui freine les gens à jouer. Mais Claude, vous parlez de deux régions qui seraient peut-être, il y aurait plus de ferveur ou plus de tension dans certaines régions de France que dans d'autres, par exemple, ou pas? Oui, ça peut arriver dans toutes les régions. On a eu des grandes tensions aussi bien en Lorraine que dans le Midi. Les derniers pas graves incidents, parce qu'il y a quand même rarement des blessés, mais des bousculades, c'est plutôt dans le sud-est, dans le sud, mais vous en trouvez aussi. Il suffit de 2 ou 3 éléments perturbateurs dans un département, que ce soit dans le Jura, que ce soit en Bretagne, pour que ça dégoûte les gens de venir jouer, quoi. Ça, il faut y faire très attention. Claude, l'autre Claude, donc Azéma, vient de parler de niveau de compétition nationale, départementale, régionale. Comment est structurée la compétition en France? Voilà, c'est-à-dire que moi, je joue à la pétanque. Alors, je suis un petit joueur, je joue au milieu quand on joue à 3. Est-ce que demain, je peux aller m'inscrire à un grand tournoi où je vais rencontrer les meilleurs Français? Il faut avoir déjà une licence dans son club. Oui. Et ensuite, dans la mesure où c'est un concours qui est ouvert à tous, naturellement, la licence suffit. Et on peut très bien s'inscrire dans un concours départemental, régional ou national. Mais alors, c'est quoi la différence quand vous parlez de concours départemental, régional ou national? Qu'est-ce qu'un concours départemental? C'est uniquement les gens du département qui peuvent jouer? Claude? Non. Le concours départemental, c'est plutôt un niveau de compétition. C'est-à-dire que les prix sont beaucoup moins élevés. Au niveau régional, ils sont un peu plus élevés. Il y a des normes qui sont fixées. Et au niveau national également. Mais l'avantage de la pétanque, qui est à la fois un de ses défauts, c'est que tout le monde peut jouer contre tout le monde. C'est-à-dire que le premier jour, vous pouvez jouer, vous, contre les champions du monde si vous allez sur un concours national où ils sont, ou s'ils viennent jouer un concours départemental, parce que rien ne leur est interdit. Il n'y a pas de hiérarchisation des concours avec interdiction à certains de jouer dans certains concours, sauf une petite classification entre promotion et honneur qui n'est appliquée que dans quelques départements. Vous n'avez pas, comme au tennis, par exemple, des têtes de série pour les nationaux, vous n'avez pas de protection, ça ne se fait pas. Et c'est un peu ça un désavantage, parce que l'élite, des fois, est gênée, mais aussi les petits joueurs qui arrivent sur un concours national, il hésite à aller parce qu'il risque de se faire éliminer dès la première partie, parce qu'il va trouver des grands joueurs. L'avantage de ce sport, je ne vais pas faire la pub de la pétanque, mais c'est extraordinaire. Un joueur lambda, moi en l'occurrence, je pourrais jouer contre le champion du monde, contre les meilleurs. C'est comme si un joueur lambda classé 30 au tennis s'inscrivait à Roland-Garros, il allait tomber sur Nadal. Absolument. C'est assez inouï. Il y a quand même un concours qui est protégé. Enfin, c'est-à-dire que les meilleurs ne peuvent pas venir, c'est dans le cadre des concours promotion. Donc dans ce cadre-là, ceux qui ne sont pas classés jouent entre eux. Voilà. Mais il y a un classement, en tous les cas, là, que les choses soient claires, il y a un classement national. Aujourd'hui, il y a un numéro 1 français, un numéro 2, un numéro 10, numéro 12, numéro 50. Non. Il y a les classements entre promotion et honneur se font, et excellence, on va dire, élite, sont au niveau départemental. Après, au niveau national, on a institué avec Victor Nataf, il y a quelques années, qui est le DTN, qui était mon DTN pendant des années, et qui a amené plein de choses, plein d'innovations à la pétanque, notamment la pétanque, son égide a été reconnue de haut niveau parmi les sports de haut niveau, a amené des indemnités pour les principaux joueurs, etc. Donc on a un groupe élite national chez les hommes et chez les femmes. C'est le seul classement dont s'occupe la fédération directement. Pour le reste, ça dépend des régions pour certaines élites et des départements pour les autres. J'aimerais que l'on parle de la jeunesse ou pas, parce qu'on a bien vu sur le plateau tout à l'heure l'infographie préparée par David Aiello, alors qu'on voit ce cher Henri Salvador qui a été un grand joueur. Hein. Oui, absolument, un très bon joueur, surtout le jeu provençal. Voilà. Un jeu provençal. Donc ça veut dire, le jeu provençal, c'est un dérivé de la pétanque, on joue sur une distance plus longue. C'est pas un dérivé, c'est l'ancêtre de la pétanque. Oui, voilà, important. L'ancêtre de la pétanque, oui, et c'est au début du XXe siècle, donc, que la pétanque est né parce qu'un joueur qui jouait, un ancien joueur de jeu provençal ne pouvait plus se mouvoir comme il fallait sur ses jambes, donc s'est mis à jouer sans bouger les pieds depuis un endroit à courte distance. Et ses copains, pour l'aider, on dit on va jouer aussi avec toi parce que tu es aussi adroit maintenant, même si tu ne veux plus courir. Et on a joué les pieds tankés, qui veut dire les pieds posés à plat. Pieds tankés, d'où la pétanque. Oui, pieds tankés. Voilà, exactement. C'était la pétanque des pieds tankés. Alors que donc le jeu provençal, c'est une petite parenthèse pour que les gens qui nous regardent ce soir puissent bien comprendre. Le jeu provençal, donc, qui est l'ancêtre. On joue sur une distance plus longue, avec les mêmes boules certes, mais en levant un pied par exemple. Voilà, on pointe sur un pied, et puis pour tirer, on doit faire 3 pas et lâcher la boule avant que le pied touche le sol au moment du 3e pas. Alors, Claude, tout à l'heure, donc David nous avait présenté avec ses statistiques intéressantes sur le fait qu'il y ait peu de jeunes. Qu'en est-il? C'est-à-dire qu'on voit, il y a donc, les femmes qui sont petitement représentées et qu'il n'y ait pas beaucoup de joueurs donc, qui ont moins de 25 ans. Voilà, on revoit d'ailleurs ces 2 éléments graphiques intéressants. 16% donc de femmes et moins de, regardez, 14% de moins de 25 ans.
Quelle est la raison? L'idée principale, c'est d'introduire la pétanque à l'école. Tous les sports, quels qu'ils soient, si on veut donner du goût à la pratique, il faut introduire une certaine logique dans le milieu scolaire. Et ensuite, ça, c'est déjà bien, ça commence à se structurer d'une façon intéressante. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle au niveau fédéral des écoles de pétanque avec des éducateurs fédéraux qui, enseignent, justement, assurent la continuité de la découverte scolaire, la continuité pour la compétition. Mais est-ce que la pétanque, Claude, fait rêver? Est-ce que les champions aujourd'hui sont assez connus pour qu'un gamin puisse s'identifier et se dise « Moi, je veux faire ce sport-là ». Je pense pas à l'argent, mais simplement, il tire super bien, il est recordman du monde, champion d'Europe. Mais ça, il ne le voit pas assez pour être. D'accord. Donc manque d'exposition un petit peu de la pétanque. Manque d'exposition de la pétanque, ça c'est sûr. Et encore, depuis une quinzaine d'années, on a fait d'énormes succès. D'abord, d'énormes progrès. D'abord avec le trophée Canal+, puis après avec les Masters, maintenant avec beaucoup d'émissions. Donc France Télévisions reprend les images aussi, de Sport+. Donc on a fait quand même beaucoup de progrès. Et des gens qui ont vu la télévision pour la première fois de la pétanque lors du trophée Canal+, disaient mais c'est formidable, c'est bien, c'est télégénique, tout va bien. Mais il n'y a pas le vedettariat qu'on a pour certaines disciplines. Bon, quand Yannick Amiel nage, tout le monde voit Yannick Amiel, il est en photo partout dans les journaux. Quand Philippe Quintet est 5 fois champion du monde et gagne tous les championnats du monde de tir auxquels il participe, ça ne se sait pas, on peut dire. C'est pour ça que moi, comme président de la Fédération internationale, et ça fait des fois râler mes collègues français qui ne comprennent pas forcément, je dis que je suis presque plus content quand c'est une équipe étrangère qui gagne le championnat du monde que l'équipe de France. Non pas que j'aime pas les joueurs d'équipe de France, en général c'est moi qui les ai sélectionnés, mais parce que dans leur pays ça fait un boom bien plus grand. Quand les Malgaches sont champions du monde, chez eux c'est toutes les chaînes de télévision viennent, ils ont des interviews, ils ont des pages dans les journaux, ça fait un gros boom. Quand c'est la France, là où ils ont gagné le championnat du monde, c'est logique, c'est un sport donc c'est la tradition qui est trop lourde, c'est l'ancienneté du sport, c'est parce qu'il a une image trop pépère, tranquille, un peu vacances, c'est ça qui porte préjudice? Il y a un peu tout, mais ce préjudice est toujours un peu dans le public, mais au niveau des instances politiques ou sportives, la pétanque a acquis ses lettres de noblesse. Il n'y a pas de souci. Maintenant, tout le monde sait dans les députés, dans les maires, que la pétanque, c'est un truc, c'est de l'animation, c'est du rassemblement, c'est du haut niveau, c'est du spectacle. Par contre, dans l'imagerie populaire, ça reste encore le sport de plage. C'est bien, parce que c'est à la fois son avantage et son inconvénient. C'est l'inconvénient parce que du coup, on ne reconnaît pas trop les joueurs de haut niveau, mais c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à la pétanque et c'est de là qu'on a de la masse que sort l'élite, quoi. Claude, vous donc qui avez créé ce centre national d'entraînement, la pétanque est plus que jamais un réel sport. Il y a une dimension technique, dimension physique, dimension mentale. Alors pour que ça soit un réel sport, il faut déjà une méthode. Oui. Donc une méthode, l'idée c'est quand même de se dire que dans tous les sports, il y a la prise en compte quand même des principes de morphologie, des notions de rapport œil-bras-pied, et puis de visualisation dans l'espace, c'est-à-dire qu'il y a tout un apprentissage que l'on a à la fois au tennis, qu'on a à la fois au football. Je repense notamment à Platini, à ses coups francs au-dessus de... Et quand il s'entraînait avec les mannequins, bien sûr, c'est pas ça qui était aussi efficace. La pétanque, c'est pareil, c'est une anticipation de la trajectoire de la boule qui va faciliter le geste technique. Donc tout ça, c'est aussi un apprentissage que l'on doit faire dans le cadre des entraînements et de l'enseignement. Et avec Claude, l'idée principale qu'on essaye de faire sur le plan international, c'est de permettre aux fédérations justement d'avoir disons une structuration de leur enseignement pour pouvoir arriver ensuite à le développer, à promouvoir le sport dans leur pays et à faire la détection pour avoir des joueurs de haut niveau. Merci à tous les deux, Claude. Vous restez avec nous. On va poursuivre dans quelques secondes. Tout de suite, 3 infos en 65 secondes. Et ensuite, c'est la suite d'à domicile. La pétanque donc en vedette ou en folie ce soir dans À domicile avec Claude Azéma qui est le président de la Fédération internationale de pétanque et toujours Claude Raluy qui est donc le fondateur et président du Centre international d'enseignement pétanque. On parle de l'internationalisation de ce sport. On joue dans combien de pays à la pétanque, Claude? Je pense qu'on joue dans plus d'une centaine de pays, mais pour l'instant à la Fédération internationale, nous n'en avons que 90. Donc 90 affiliés 90 affiliés à la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal. Géographiquement, où joue-t-on à la pétanque? Essentiellement, c'est l'Europe pour l'instant qui a le plus grand contingent de pays. Mais les plus forts développements ne sont pas en Europe, où pratiquement tous les pays y sont. Il y a encore une demi-douzaine de pays à conquérir. Mais les plus grands développements se font actuellement sur l'Asie, notamment l'Asie du Sud-Est. Très, très fort développement. Et puis dans l'Océanie. Ce sont nos deux pôles de développement. Nos pôles de faiblesse sont un peu l'Afrique de l'Est, qui était anciennement anglophone, où on joue leur sport qui s'appelle le Lone Ball, le World Ball maintenant, et puis l'Amérique du Sud. Regardez,
Voilà. Le nombre de licenciés, intéressant ce tableau de 2010. Avec petite correction et un petit sourire chez Claude. Pourquoi? Oui, parce que c'est complètement faux. Ah, alors c'est sympa, voilà. Donc super, bravo les infographistes. Non, bravo à l'équipe qui fait pourtant un super boulot Sport 365. C'est vrai en termes de licenciés. Seulement, il faut savoir que la notion de licence est vraiment très spécifique, je veux dire pas seulement en France, mais un petit peu européenne. Il y a des pays où il y a beaucoup plus de joueurs de pétanque, y compris au sein des fédérations. Alors, non mais voilà, allons plus dans le détail. 40 000, si le chiffre ou le montant est erroné. Qu'en est-il? Vous parlez de l'Asie, donc. En Thaïlande, on joue beaucoup à la pétanque? Voilà, un élément. En Thaïlande, on joue énormément. L'ensemble des clubs de pétanque de Thaïlande regroupe environ 600 000 membres. Quoi? Et pourquoi on joue autant là, en Thaïlande? Alors, l'histoire de la Thaïlande est assez rigolote, on va dire. C'est la reine-mère de Thaïlande qui passait ses vacances à Lausanne, a vu des gens jouer à la pétanque. Ça l'a intéressée et elle s'est mise à jouer à la pétanque. Et quand elle revenait en Thaïlande, il y avait un monsieur, un Chinois, qui avait fait ses études au lycée français de Saigon, qui essayait de développer, de vendre des boules. Il a dit, monsieur, je vais vous aider. Et dans ce pays, elle a dit à son fils, le roi, écoute, ce qu'on va faire, on va créer des comités de pétanque dans toutes les régions, 71 régions. C'est les préfets qui vont devenir présidents de ces comités de pétanque. La pétanque va devenir un sport officiel dans l'armée, c'est-à-dire que toutes les heures qui seront passées à jouer à la pétanque seront considérées comme des heures d'entraînement. Et la pétanque a fait un boom extraordinaire. Vous parlez de la reine-mère, donc il y a combien de temps? 50 ans? La reine-mère, non, c'est dans les années, fin des années 70, début des années 80. Donc en 40 ans. Est-ce que vous, Claude, avec votre centre international, donc, vous êtes allé enseigner, former en Thaïlande? Alors, je ne suis pas allé personnellement en Thaïlande mais vos équipes, mais en relation, oui, bien sûr, avec la Thaïlande. Et ce sont véritablement des joueurs confirmés parce qu'ils ont d'abord des entraîneurs qualifiés, des coachs. Bon, nous-mêmes, on va délivrer des diplômes internationaux d'entraîneurs pour apporter une complémentarité à leur savoir. Mais c'est véritablement du professionnalisme. On a en face de soi des personnes qui sont tout à fait aguerries à l'esprit de compétition sans avoir peur de qui que ce soit. Et mixité dans ce pays-là, autant d'hommes que de femmes? Alors, au niveau des chiffres, je ne sais pas exactement, mais beaucoup de femmes jouent en Thaïlande. Claude, et ils sont jeunes ou pas? Ils sont jeunes? Ah oui, bien sûr. Il y a un grand développement de la pétanque en Thaïlande. D'après ce que je crois savoir, mais Claude est beaucoup plus aguerri que moi dans ce domaine, c'est que des boules sont délivrées dans les écoles afin que justement que la pratique de la pétanque se développe dans les écoles pour ensuite arriver sur la compétition. Alors Claude Azéma, donc le président, parce que vous l'avez bien compris, il y a deux Claude ce soir sur le plateau. Vous n'avez qu'à appeler Claude Stallone, c'est comme ça qu'on le surnomme à l'étranger quand on est tous les deux. Oui, c'est vrai, il y a juste les lunettes maintenant que Stallone ne porte pas. Non mais ça, il a dû se repérer des yeux, je suis sûr, c'est pour ça. Juste un élément sur le développement de la pétanque en Europe. En Espagne, en Italie, autour du bassin méditerranéen, on joue beaucoup. En Afrique du Nord aussi. Oui, là on joue toujours beaucoup. C'est de tradition, de tradition de présence de la France sur l'Afrique du Nord. L'Espagne, c'est très proche. Mais l'Espagne, ça joue surtout côté Catalogne, Andalousie. Un petit peu moins de l'autre côté Pays Basque et dans l'Aragon. Mais ça joue beaucoup. En Italie également, c'est assez limité au niveau du Piémont parce qu'ils ont leur sport qui est la rafa. Donc sur l'Europe, qu'on appelle donc la rafle en France. Oui, mais il faut dire la rafa parce que la rafle a une connotation de tir de rafle. Chez nous, c'est vrai que le principal tir à la rafa est la rafle, mais c'est un sport qui est typiquement italien, la rafa, d'ailleurs qui n'est joué pratiquement que par les Italiens, même s'il y a une trentaine de fédérations dans le monde, ce sont beaucoup d'Italiens qui se sont expatriés et qui jouent à ce sport-là. En Europe, le principal pays qui développe, c'est les anciens pays, les PECO, les pays de l'Est, Europe centrale, Europe orientale. Ils commencent à être attirés par ce sport. Ça joue beaucoup. Et ils entrent tout de suite dans le vif du sujet. C'est-à-dire que dès qu'ils ont créé leur fédération, ils nous demandent de former des cadres, ils nous demandent de former des arbitres, et ils nous demandent de savoir comment on fait pour rentrer dans les écoles. Et ils prennent la pétanque par le bon bout. Et donc, Claude, parce que ça, c'est l'image de la France. C'est-à-dire que la France, c'est la capitale de la pétanque. Ses structures, son savoir-faire. Les pays qui veulent développer ce sport font appel à la France. Alors, ils font déjà appel à la Fédération internationale, ça c'est la première chose. D'accord. C'est un savoir qui se veut français, mais je pense qu'il faut avoir à l'esprit que tout le monde peut avoir de bonnes idées. Et l'échange des savoirs est quelque chose d'important sur le plan international. Bien sûr qu'on a une expérience, bien sûr qu'on a un feedback sur la façon d'enseigner, d'entraîner, de coacher. Mais lorsqu'on se déplace à l'étranger, on l'a vu plusieurs fois avec Claude, on trouve vraiment des gens de qualité extraordinaire. On était en Australie, on était à Sydney l'année dernière. On joue aux balls, ces fameuses balls anglaises. On joue en Australie à la pétanque. Bien sûr. De plus en plus et de moins en moins au World Ball. Voilà, absolument. Qui est donc un dérivé avec des boules synthétiques. Voilà, absolument. Exactement, qui n'est pas la pétanque classique. Ah non, mais je bosse mes sujets. Et puis j'aime la pétanque, vous le savez, quand même. On a suffisamment joué pour. Voilà.
Donc on rencontre par exemple à Sydney et aussi en Nouvelle-Zélande, on a rencontré des personnes qui n'ont pas forcément la spécificité pétanque en soi, oui. mais qui sont déjà professionnellement des personnes aguerries à une méthodologie de coaching, d'enseignement, de structuration, de l'encadrement d'une équipe. Claude, l'exception malgache, c'est incroyable. Comment se fait-il qu'à Madagascar, on joue et on se met aussi fort? Est-ce qu'il y a un lien avec l'ancien empire colonial français du 19e siècle? Oui, à l'origine, bien sûr, Voilà. c'est les Français Ouais. qui ont amené la pétanque. Mais c'est un pays où la pétanque a tout de suite pris parce que c'est un sport qui coûte pas cher. Enfin, on dit pas cher vu de notre point de vue. Il faut savoir qu'à Madagascar, un jeu de boules de bas prix en France, c'est 2 mois de salaire, quoi. Donc c'est très très important d'essayer à les développer. Mais vous Le allez, niveau de vie est l'un des plus faibles au monde, hein, malheureusement. ouais, vous allez à Madagascar, les enfants jouent avec tout, avec des pierres, avec des boîtes remplies de béton, avec des choses comme ça. Mais ils jouent énormément, donc ils sont très adroits et c'est un sport qui leur va bien. Et la proximité de la Réunion et de l'île Maurice, ça joue aussi, leur a permis de se développer. Et nous avons fait un effort de notre côté, au départ avec la Fédération française, et on continue avec les masters de pétanque, pour faire venir les meilleurs joueurs en France, qui tournent sur les grands concours français, qui jouent avec des Français, qui s'entraînent un petit peu et qui ont en plus acquis l'expérience, qui les rend redoutables. Parce qu'avant, ils avaient l'adresse, mais sans trop l'expérience. Maintenant, ils ont aussi l'expérience et ça les rend. Et ils beaucoup gagnent d'ailleurs, les palmarès, les Malgaches gagnent des compétitions internationales Oui, bien sûr. aujourd'hui. Oui. Et donc, quand ils rentrent dans leur pays, vous parlez de notoriété, c'est-à-dire que voilà, chez eux, ça prend une dimension. Très grande notoriété. On a fait l'année dernière, l'année dernière, j'étais en retard, c'est en 2011, on a fait la Coupe du Monde des confédérations qui réunit, comme au football, les 5 champions des confédérations, les champions du monde, l'équipe organisatrice. Et ils ont gagné chez eux. Mais il y avait un gymnase où on jouait, il y avait 3000 places. 1 heure avant le début des compétitions, c'était plein et il y avait une queue de 400 mètres dehors pour rentrer et ils faisaient tourner les gens à l'intérieur pour qu'ils puissent assister à cette compétition. C'est un engouement magnifique. formidable. Les journaux, les télés, tout était là, quoi. Le ministre des Sports, le Premier ministre, tout le monde est venu voir la compétition. Oh là, si ça pouvait arriver en France, ça serait sympa. Claude, est-ce que vous développez la pétanque aux États-Unis ou en Amérique du Nord ou Amérique du Sud? Est-ce qu'il y a un intérêt dans ces pays-là? Bien sûr. Enfin, aux États-Unis, ça joue beaucoup sur Los Angeles, ça joue aussi au Texas, ça joue dans pas mal d'endroits. Il y a des compétitions là-bas? Alors, il y a des compétitions, il y a des clubs qui sont créés. Bon, il y a eu déjà, au départ, ce sont naturellement les expatriés qui ont amené la pétanque. Mais maintenant, il y a des locaux qui développent la discipline. Moi, j'ai même eu dans des stages des gens qui venaient spécifiquement, ils prenaient l'avion pour avoir de l'information sur la façon de s'entraîner, sur la façon de se préparer. Donc, la question qu'on a envie de vous poser, Claude, c'est il y a donc internationalisation de ce sport, on touche pratiquement tous les territoires. L'avenir, c'est que la pétanque soit un sport olympique, c'est envisageable? À quelle échéance ou pas? Ah, le petit sourire. Il va falloir allonger le délai d'intervention. Hein. Bon. Il y a 2 éléments de réponse. Court, efficace et convaincant. C'est bref. Alors, qu'est-ce qui se Maintenant, passe? pour entrer aux Jeux Olympiques, il faut qu'un sport en soit sorti à la majorité de l'Assemblée générale. Et pour y rentrer, il faut les 2 tiers de l'Assemblée générale. La première fois que cette règle a été appliquée, c'était à Singapour, il y a 8 ans. On a sorti le baseball, le softball. Par contre, les 7 sports qui ont été présentés, donc tous étaient blackboulés. Il y avait déjà le karaté, le golf, le rugby, le skate, le squash, etc. Et c'est pour ça qu'à Londres, il n'y a que 26 sports. On a réintégré au vote à Copenhague de l'Assemblée générale le rugby à 7 et le golf. Donc nous aurons 28 sports. En 2016, exactement. 2016. C'est l'élu au conseil 2016. d'administration du Comité national olympique sportif français qui Et s'exprime. 2020. Je le précise, c'est pour Voilà. ça qu'il maîtrise Alors, parfaitement. pour rentrer un ce sport, il sujet. faut présenter un dossier, que ce dossier soit accepté par la commission du programme, Ouais. qui accepte d'en transmettre quelques-uns ou pas à la commission exécutive, qui, elle, décide lesquels elle va présenter à l'Assemblée générale. Alors, cette année, il y a eu un gros buzz avec la lutte. On a dit, le CIO veut sortir la lutte. Ah oui. Mais ça, on a fait un débat là. On a fait un débat sur le golf. Bernard Lapassé est venu ici pour le rugby. Mais c'est un leurre. Voilà, c'est un leurre qu'on a jeté, à mon avis. Bon. On a envoyé la lutte en sachant très bien qu'elle allait être intégrée. C'était plutôt dirigé contre la Fédération internationale qui ne voulait pas diminuer son nombre de médailles, qui voulait introduire d'autres En disciplines. clair, on tape un petit peu sur les doigts. Voilà. Et puis ça a évité de parler d'autres sports qui sont également menacés, soit parce qu'ils ne sont pas assez universels, soit parce qu'ils ont peu de licenciés dans le monde, soit parce qu'ils ont des problèmes ou d'argent ou de drogue, etc., ou de dopage. Donc ça a évité de parler de tous ces sports un petit peu. Donc on sait très bien que les 7 disciplines qui ont été retenues pour être présentées à la prochaine Assemblée générale à Rio, au mois de septembre, ils n'ont même pas passé au vote, à mon avis, mais ça c'est qu'un avis personnel, parce que la lutte elle est dans cette liste, mais c'est elle qui va être réintégrée, et c'est un peu dommage. Nous, notre démarche, elle est d'abord de faire rentrer la pétanque dans
toutes les compétitions internationales où on peut rentrer. On est rentré déjà dans les SEA Games, on est aux Jeux méditerranéens, aux Jeux mondiaux, on va rentrer dans les Jeux du Pacifique, on est rentré dans les Jeux de l'Asie Indoor. Jeux du Commonwealth aussi? Les Jeux du Commonwealth, pas encore. Alors là, on travaille en coopération avec le Lawn Ball. Donc ça veut dire, Claude, qu'il y a donc un travail de lobbying, bien sûr, développer ce sport-là dans les compétitions dites mineures, ou en tous les cas moins majeures que la compétition reine des JO, pour ensuite, d'ici quoi, 10 ans? Alors 12 ans, après c'est difficile. Après, il y a une autre démarche parallèle à ça, c'est de faire changer la règle d'admission des sports aux JO. Et ça dépend, ça se discute à Sport Accord, qui aura lieu cette année à Saint-Pétersbourg, du 26 mai jusqu'au 1er juin. Ouais. Et c'est là qu'il faudrait arriver à faire changer la règle. Mais M. Roch va changer, on aura un nouveau président du CIO, c'est à lui qu'il faudra faire accepter une nouvelle règle. C'est ça, théoriquement, il sera une nouvelle élection. Il faudrait que même les sports qui sont olympiques, ils comprennent qu'ils sont menacés. Parce que là, la règle fait qu'on dresse les sports les uns contre les autres. Entre non olympiques, on essaye d'avoir la candidature et on ne va pas soutenir un sport olympique qui risque d'être menacé. Je crois que ce qu'il faut faire, la notion, c'est de changer la règle d'admission des sports dans les Jeux olympiques, rester dans le nombre qui a été fixé, 10 500 athlètes, mais en diminuant la part de certains, en faisant des sélections pour d'autres et tant pis pour l'universalité de la participation, mais il faut aussi parler universalité des sports, donc avoir davantage de sports, moins de représentation dans chaque sport, et je crois que c'est là l'avenir. Mais ça, c'est un combat qui est difficile et je ne peux pas le mener tout seul. Il faut que j'arrive à en convaincre toutes les fédérations non olympiques. Mais en tous les cas, ça passe aussi par un passage à la télé. Ça peut avoir son influence. Hein, ne sous-estimons pas, mais ne surestimons pas. Grosse influence des médias. Bien sûr. Pour le CIO, la présence médiatique et le poids économique sont les deux facteurs presque essentiels. Est-ce que la pétanque, tout à l'heure donc on parlait des diffuseurs en France, mais est-ce que sur un plan international, la pétanque est diffusée? On parle de Madagascar, on parle de la Thaïlande. Est-ce que les sportifs sont donc reconnus? Est-ce qu'il y a un marché différent? Est-ce qu'ils touchent plus d'argent? Non, dans certains pays, il y a forcément les télévisions nationales qui sont... Ouais. Nous avons lancé la pétanque à Taïwan avec notamment des professeurs de sport d'université. Donc c'est pris véritablement au sérieux. C'est-à-dire que c'est... Mais ça a été, Claude, une démarche personnelle. C'est-à-dire que Taïwan a été demandeur. Elle a dit, voilà, elle vous a contacté ou elle a contacté la Fédération française? Non, alors, la demande, d'abord, il faut savoir que lorsqu'il n'y a pas de démarche personnelle, le Centre international d'enseignement pétanque, le CIEP, lorsqu'il y a une demande qui émane d'une fédération, moi j'en réfère à Claude Azéma, au président de la Fédération internationale, et là on met en place, et Claude met en place une politique parce que, de long terme, parce que faire du coup à coup, c'est ce qui a été fait pendant de nombreuses années. Et la démarche que l'on a maintenant, justement, c'est d'assurer la pérennité de la démarche par un accompagnement des relais que nous identifions dans les différents pays. Donc au niveau des médias, bien sûr que localement il y a des médias, mais pour l'instant, au niveau de l'internalisation de la communication sur la pétanque, ça se fait principalement dans le cadre des championnats du monde et en France. Au Taïwan, ça a été un cas un peu amusant, vite résumé. C'est Orangina qui voulait s'implanter à Taïwan, a dit qu'est-ce qui représente la France pour qu'on vende avec Orangina? C'était les sacs Vuitton, les parfums Lancôme ou la pétanque. Ils sont associés avec la pétanque. Donc le gars qui a importé Orangina est devenu président de la fédération de pétanque et voilà comment c'est parti. Voilà comment c'est lancé la pétanque. Voilà. À Taïwan. C'est formidable. C'est simple, hein, comment on développe mais Jean-Philippe, un petit mot simplement sur la notion, si je peux me permettre, de francophonie, parce que on a eu l'occasion d'assister au Sénat il y a 2-3 ans sur quelles étaient les disciplines sportives qui étaient des vecteurs de promotion de la francophonie. Eh bien, on avait le judo et la pétanque. Comme quoi, c'est important. Voilà. C'était le mot de fin de Claude Raluy, donc, dans cette première partie ou deuxième partie, je ne sais plus, mais bref, parce que le temps passe, c'est toujours à domicile et c'est la pétanque qui est en vedette ce soir. Merci infiniment, messieurs. C'est un plaisir. Tout de suite, 3 infos en 65 secondes et ensuite, nous continuons. Nous continuons donc notre voyage dans le monde de la pétanque ce soir avec le président de la Fédération internationale, Claude Azéma, toujours présent. Et nous saluons Éric Sirot. Bonsoir Éric. Bonsoir. Vous avez 40 ans. 50. 50 ans maintenant. C'est sympa, je vais dire, je lui ai 10 ans. C'est vrai, vous êtes né en 62. Ouais, bon, d'accord. J'ai mal calculé, c'est pas grave. Surtout, vous avez été 3 fois champion du monde. 3 fois champion du monde, exact. En 2000, 2001, 2001, 2002, 2003. Absolument. Alors, en doublette, en triplette? Triplette. Les championnats du monde, ça se joue uniquement en triplette pour l'instant. Donc, 3 joueurs. 4, on était 4 parce qu'il y a un remplaçant, voilà. Et qui va jouer dans la compétition? Qui joue dans la compétition. Le coach choisit pendant chaque partie. À l'époque, on ne pouvait pas remplacer. Et depuis, on peut remplacer un joueur au cours d'une partie, selon les desiderata du coach, si une partie se déroule mal ou qu'il y a un des éléments qui joue un peu moins bien. Mais donc, un des joueurs. Donc auparavant, un joueur pouvait venir dans une partie?
Maintenant, un joueur peut remplacer un autre pendant une partie. Donc il y a 6-4 par exemple, vous jouez la Belgique, 6-4 et... On peut remplacer une fois un joueur dans une partie. Je ne sais pas exactement depuis quand, mais c'est peut-être le président le sait, c'est depuis 4-5 ans. C'est un point de règlement. Oh, depuis 2004. 2004 quand même. Voilà. Depuis donc votre prise de pouvoir, entre guillemets, au sein de la Fédé. C'est fait une prise. Voilà. Voilà, une prise, c'était un combat dur, âpre, mais je suis sorti victorieux. Voilà. Eric, vous étiez pointeur, vous jouez au milieu ou tireur? Pointeur. J'étais pointeur. Alors, un pointeur peut tirer? Oui, il peut tirer. Ah Et ça lui arrive même pour des mains importantes à la fin ou pour ne pas perdre, parce qu'on a souvent quand on doit tirer, on a souvent les dernières boules. Quand on doit pointer, on pointe en premier. On essaye de s'approcher du cochonnet. Après, quand on doit tirer, selon le déroulement de la main, c'est nous qui avons les dernières boules. Donc vous représentiez la France. Absolument. Quand vous avez été champion du monde. Tout à l'heure, Claude, vous avez dit un mot important, vous avez dit « j'étais en charge de la sélection ». C'est cela? C'est-à-dire que le président sélectionne l'équipe de France Non. J'étais en charge de la sélection quand je suis rentré à la fédération en 85, et à partir de 89, on a imposé d'avoir des sélections, parce qu'avant, c'est les champions de France qui allaient au championnat du monde. Ah, c'est automatique. Voilà. On gagne le titre national et vous êtes qualifié. Mais quand pendant 15 ans, on a eu gagné qu'une fois le titre, on s'est dit que ça suffisait peut-être pas. Donc, comme on a vu de bons résultats en sélectionnant les jeunes d'abord, puis les féminines après, on en est venu à faire des sélections pour les jeunes. Mais ce n'est pas le président qui sélectionne, surtout il ne s'en mêle pas. Il y a un comité de sélection qui présente, qui propose, le comité directeur en général entérine, et on envoie ses équipes au championnat du monde. Mais le président surtout ne se mêle pas de sélection. Vous avez d'autres choses à vous occuper, bien sûr. Chacun son métier. Quand on parle de triplette, Eric, les joueurs qui étaient avec vous quand vous êtes champion du monde, vous avez l'habitude de jouer avec eux ou c'est une sélection du meilleur pointeur que vous étiez en France, le meilleur tireur et le meilleur milieu? Comment ça se passe? C'était à l'époque, c'était comme ça, oui. C'était une sélection. On n'avait pas vraiment l'habitude de jouer ensemble. On a fait quelques concours pour préparer le championnat du monde, mais Philippe Quintet, Philippe Suchot et Lacroix, les partenaires que j'avais pour le championnat du monde, c'était pas mes coéquipiers habituels de club ni pour tous les nationaux qu'on faisait dans l'année. Mais par contre, ça avait été une sélection et oui, moi j'avais été sélectionné comme pointeur, Philippe Suchot et Philippe Quintet comme tireur et Henri Lacroix comme milieu. C'était la base de l'équipe. Donc vous aviez à peine 30 ans quand vous êtes... 40 voilà. 40 ans, décidément, puisque vous en avez 40 maintenant. Je calcule mal. Hein. Ah, c'est ça. Non, mais c'est à force de boire trop d'eau. Voilà. Et c'est pour cette raison. À ce moment-là, vous êtes en pleine forme. Vous êtes, j'ai envie de dire, au sommet de vos capacités de joueur de pétanque? Oui, là où j'étais, à mon avis, le meilleur, c'était effectivement entre 95 et 2005 à peu près. Ouais, c'est dans ces eaux-là, quand j'avais entre 35 et 45 ans, ça a été pour moi, ça a été le summum de ma carrière. C'est là aussi où je me suis le plus investi. Donc je jouais beaucoup plus qu'avant parce que bon, j'ai toujours travaillé, on ne peut pas tellement vivre de la pétanque. Donc, Qui vit de la pétanque aujourd'hui? Personne. Claude, personne en France ne vit de la pétanque? Non, personne. Philippe Quintet, qui est un peu la référence, qui a gagné 12 titres de champion du monde, qui a maintenant 45 ans. Vit-il de la pétanque? De la pétanque directement, non. Il vit des activités annexes qu'il a reliées à la pétanque. Il fait une ligne de vêtements, il vend des habits, il vend des boules, il vend des gadgets, mais c'est impossible de vivre de la pétanque. Le meilleur joueur dans une grosse compétition, quand vous avez gagné sur une très importante compétition, je vais dire, allez, 1000 €, et c'est pas toutes les compétitions, c'est un grand maximum et c'est très rarement atteint. Donc pour bien en vivre, il faudrait qu'il gagne tous les dimanches un grand concours international à ce niveau-là, entre 600 et 1000 €. Et encore, il n'aurait pas un gros revenu. Donc c'est vraiment la notoriété. C'est seulement entre 600 et 1000 € et encore à se partager à 3. Non, je parlais par tête. Ah, quand même pas par tête. Donc vous étiez comptable? Oui. Et dans le groupe TF1. Comment? Dans le groupe TF1 à l'époque. Ah oui? Où vous étiez? Chez LCI. Ah, la chaîne d'info. Voilà. Et on savait, au sein de votre travail, que vous étiez un champion de pétanque? Pas tout le monde, mais oui, notamment les présentateurs. C'était Patrick Tillet, je crois, à l'époque, qui commentait qui était les au Masters. sport et absolument voilà. avec la Marseillaise, je me souviens. Voilà. Ouais. Lui, il le savait. Exactement. Oui, c'était Jean-Claude Dacier, notre président. Il était le directeur de... Qui était directeur de sport après. Et puis il était devenu le président de LCI. Mais est-ce que vous aviez donc, en quelque sorte, des aménagements dits de travail pour pouvoir faire votre oui, sport? j'arrivais à me libérer parce qu'on n'avait pas vraiment des semaines entières à prendre. Donc j'arrivais à me libérer sur le temps de mes congés, etc. Pour aller faire les grandes compétitions. Maintenant, c'est vrai que c'était pas facile et ça m'a occasionné à la fin certainement le fait de partir de TF1 parce que pour les championnats du monde et quand je suis arrivé au haut niveau, il y avait trop de jours à prendre et il a fallu que je laisse la place où j'étais pour repartir ailleurs. Est-ce que l'on peut considérer, alors ça ne va pas vous vexer ce que je vais vous dire, mais est-ce que l'on considère que la pétanque est un sport de haut niveau?
Ça dépend à quel niveau. Il y en a qui le considèrent comme un loisir, d'autres comme un sport. Moi, je pense que ça peut être un sport. Il y a encore une grosse faculté d'amélioration, à mon avis, au niveau des investissements qu'on peut faire, au niveau de l'entraînement, tout ça, parce qu'on n'a pas encore, à mon avis, atteint l'entraînement des autres sports, notamment au niveau mental, où à la pétanque, c'est très important. Donc, il y a encore, à mon avis, des marges de progression. Mais aujourd'hui, comme personne n'est professionnel, personne ne peut se payer tout seul le luxe d'un coach personnel, ou etc. Donc, à mon avis, il y a encore des progrès à faire là-dessus. Mais je pense que si on pouvait l'approfondir, ce serait un sport à part entière. Mais Claude, il y a une dimension physique. Donc, est-ce que les joueurs s'entraînent physiquement à la pétanque? Alors là, j'ai un avis très personnel, mais qui quand même me semble assez justifié. La pétanque, c'est d'abord un sport de stratégie, de concentration et d'adresse. Mais si vous n'êtes pas en forme physiquement, la fatigue joue, parce que vous allez jouer des fois 10, 12 parties sur une compétition, et quand vous fatiguez, vous perdez forcément votre adresse, vous perdez votre concentration, vous devenez moins bon. Donc c'est vrai qu'il est indispensable pour les vraiment bons joueurs, s'ils veulent progresser, notamment pour les jeunes, on les habitue à faire de l'entraînement physique. La plupart, ils rechignent un petit peu. C'est le muscle le plus important pour la pétanque, c'est pas l'épaule, c'est pas le bras, ce sont les jambes. Parce qu'on passe des heures et des heures debout. Il faut vraiment avoir de bonnes jambes, être solide sur ses jambes. On s'accroupit, on marche. Et pendant des heures, une dizaine d'heures par jour, ça peut arriver. Donc c'est vraiment le muscle le plus important. Ça se travaille. Et là où Eric a raison, c'est que c'est vraiment un sport très psychologique. Quand vous n'êtes pas bien dans votre tête, c'est pas la peine d'essayer de jouer à la pétanque, vous n'allez pas gagner. Si vous avez des soucis d'impôts, des soucis de famille, des soucis personnels, vous allez perdre le fil, vous n'êtes plus dans vos parties. Et c'est vraiment très très important. Et c'est vrai que des préparateurs psychologiques, c'est essentiel dans la pétanque et il faut les admettre. Grâce à Victor Nataf, on a été reconnu de haut niveau, donc comme les autres disciplines. On a pu avoir des aides pour faire du médical, ça a été très important, avec le docteur Servetti notamment. On a eu des aides pour certains joueurs. Eric n'en a pas bénéficié, mais maintenant, ils ont droit à des aménagements de temps de travail avec des accords entre l'entreprise et la fédération. On rembourse aux entreprises les heures. Donc vous cadrez pour faciliter. Voilà. Les entreprises sont remboursées de ce qu'elles payent aux joueurs quand il ne va pas travailler. On a fait déjà une quinzaine de contrats comme ça, lancés par Victor, qui avait l'habitude, puisque lui était déjà à DTN à la natation. Oui. Victor Nataf, voilà. Qui était au water-polo. Voilà. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on avait sur ce plateau Yannick Galouz, qui a donc été à la lutte, on le sait, DTN. Qui est à l'athlétisme. Qui est maintenant à l'athlète en tant que DTN. Victor Nataf est donc l'illustration que l'on peut réussir à la fois en tant que DTN dans son sport de prédilection, qui était le water-polo, et après passer à la pétanque. Parce que ça, bien sûr, bien sûr. On a vu Albertini devenir président de la Fédération de tennis de table alors que c'était un champion du monde de judo, quoi. Ouais. C'est pas incompatible. Un DTN, c'est d'abord quelqu'un qui a la puissance, la force de son métier. Il amène un savoir-faire, il amène de la pédagogie. Après, connaître le côté technique de la discipline, c'est intéressant. C'est pas son boulot. Il peut avoir des conseillers techniques, il peut avoir des gens qui s'en occupent, quoi. Mais Victor a eu l'avantage, c'est qu'il s'est bien impliqué dans la pétanque. Comme maintenant, il s'implique dans le handball là, en même temps. C'est un type qui avait ça dans la peau, un métier de DTN, quoi. Eric, nous allons avoir dans quelques minutes Fabienne Berdois, donc, qui a été championne du monde, qui sera sur ce plateau. La mixité dans ce sport, quelle attitude ont les hommes lorsqu'ils jouent avec une femme ou contre une femme? Alors ça a beaucoup progressé ces dernières années. Au début, c'était peut-être un petit peu plus misogyne, mais ces derniers temps, comme il y a eu avec l'éclosion notamment du championnat de France mixte, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits là-dedans. Et aujourd'hui, les championnes que l'on a sont reconnues aussi comme des championnes de haut niveau. On a des grandes joueuses qui jouent très bien, qui sont véritablement comme des championnes de haut niveau comme nous. Et je crois que le regard des hommes par rapport à elles a beaucoup évolué et on les prend véritablement comme des sportives maintenant. Mais championnat de France mixte, ça signifie quoi? C'est en doublette? Il y a un homme et une femme? Absolument. Pour l'instant, c'est un homme, une femme. Il est question peut-être de créer 2 hommes, une femme en triplette, mais pour l'instant, le championnat de France... Et on doit imposer la femme pointe, l'homme tire, inversement? Non, pas du tout. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Bon, la plupart du temps, l'homme tire et la femme pointe parce que c'est la logique des choses, mais il est déjà arrivé dans un championnat de France que des équipes gagnent avec la femme au tir pendant la majeure partie de la compétition. Et les championnats du monde existent mixtes? Non, pour l'instant, il y a des championnats du monde qu'en triplette pour les hommes, les femmes et les jeunes. Il y a des projets en cours. Jeunes aussi? Jeunes aussi, moins de 17 ans. Ah, on peut être champion du monde à moins de 17 ans. Absolument. Ben, Dylan Rocher, qui a été notre plus jeune champion du monde cette année, était champion du monde des jeunes. Il devait venir, d'ailleurs, on peut le préciser. Hein, il est parti mais il est parti en compétition sur Ibiza. Il est parti faire une compétition, bien sûr, mais c'est pas grave. Il a été champion du monde 2 fois en junior, ce qui est rare, parce qu'il a été à moins de 17. Donc, forcément, 2 ans avant, il était à moins de 15, c'est tous les 2 ans. Et il a été champion du monde à Marseille en 2012, l'an dernier,
à peine 20 ans. Lui, c'est un phénomène. Mais c'est un phénomène ? on parlait de moyenne d'âge. La moyenne d'âge est élevée dans les licenciés, si on veut. Mais par contre, au niveau de la haute compétition, elle est bien plus basse. Elle tourne à 30 ans, 35 peut-être. Et elle est encore bien plus basse chez les filles que chez les garçons. Si vous allez voir en championnat de France des filles, il y a beaucoup plus de jeunes que chez les hommes. Il faut dire que la pétanque, pour être bien dans sa peau, pour bien jouer, il faut être bien assis dans sa vie. Et c'est rare qu'un jeune comme Dylan, grâce à son père notamment, qui était un grand entraîneur, un grand joueur, soit déjà bien dans sa tête tout jeune. On voit beaucoup de jeunes qui sont adroits, qui sont bien, mais comme on dit, ils font facilement un plomb. Il est stable. Voilà. Ils n'ont pas la maturité nécessaire pour bien réussir sans arrêt au haut niveau. Ça, c'est très important. Mais Dylan est étudiant ? Dylan est étudiant, maintenant il a un travail. Il a été embauché à la mairie de Draguignan. Un peu grâce à la pétanque, c'est un peu un à côté de la pétanque. Il ne vit pas de la pétanque, mais grâce à la pétanque, il a trouvé un emploi, il a une petite amie, il est bien dans sa tête. Il a des parents qui l'ont bien élevé, qui l'ont bien appris les bonnes manières, qui l'ont appris à ne pas se prendre la tête non plus, c'est très important. J'ai sur ce plateau les boules. On expliquera en détail à quoi correspondent ces boules de pétanque avec notre ami Vartan Berberian, ingénieur, inventeur, officier de marine, un parcours assez incroyable, personnage unique. Truculent, comme l'on dit Vartan. Vos boules, c'est un élément, c'est comme une raquette de tennis, c'est comme un skieur avec ses skis. Absolument, oui. C'est la chose la plus personnelle qui existe, le matériel ? C'est très important, oui. Chacun a des sensations un peu différentes et on choisit les boules avec les sensations que l'on a à la main. Il y en a qui préfèrent des inox, d'autres des carbones, c'est-à-dire que ça glisse, que ça accroche, selon les sensibilités de chacun. Les boules mais elles sont extrêmement importantes. Et vous les gardez dans la même compétition ? Oui, tout à fait. Vous avez le droit de changer on a le droit de changer, mais en principe, quand on a ces boules, certains ont plusieurs jeux de boules selon les terrains, mais toujours les siennes, et peuvent changer effectivement selon la texture du terrain, si on passe de l'un à l'autre. Claude, le grand fabricant français, c'est Aubut. C'est même le grand fabricant mondial au niveau de la boule de compétition, oui, bien sûr. Ça représente quoi, ce marché d'Aubut ? C'est une SARL dont on n'a pas tous les chiffres. Mais je sais qu'il n'y a pas très longtemps, on comptait qu'il fabriquait 3 millions de boules par an, mais une grande partie en boule loisir et pas qu'en compétition. La boule de compétition, c'est son gamme, c'est son image de marque. Et d'ailleurs, il y a un indice de notoriété extraordinaire pour Aubut. Quand on parle de boule de pétanque dans le public, on entend tout de suite parler Aubut. Mais il y a d'autres fabricants un petit peu partout dans le monde qui s'y mettent, mais la notoriété, c'est Aubut. Un mot, Eric. La boule loisir et la boule de compétition, il y a une différence ? Ah, énorme, oui, tout à fait. C'est-à-dire que la boule de compète, c'est quoi ? C'est la boule du pro ? Oui, c'est peut-être pas du pro, mais c'est une boule qui est déjà plus lourde. La boule loisir n'a rien à voir au niveau de la... C'est celle qu'on joue dans son jardin avec les amis quand un week-end, c'est celle-là et qui vaut bien moins cher, non ? Voilà, tout à fait. Mais c'est une boule qui n'a vraiment rien à voir avec la boule de compétition. Elle est beaucoup plus légère, elle n'a pas du tout le même impact quand on tire dessus, etc. Non, c'est deux choses différentes. Merci Eric. Je vous demande de rester sur le plateau. Claude, merci. C'est moi qui te remercie. Ouais, c'était super. Voilà, on se retrouve bientôt. L'émission n'est pas finie loin de là, puisque Fabienne va venir nous retrouver. Donc voilà, l'opposition homme-femme sur la pétanque. Tout de suite, 3 infos en 65 secondes. Et ensuite, c'est ici que ça se passe. Place aux femmes. Oui, enfin, nous l'attendions, Fabienne, sur ce plateau pour parler de la pétanque. Bonsoir, Fabienne Berdois. Bonsoir. Vous êtes fleuriste ? Oui. Donc, vous étiez joueuse de pétanque. On dit quoi ? Joueuse de pétanque ? Pétanqueuse. Pétanqueuse. Bah oui. Tout simplement. Joli. Vous continuez à jouer ? Oui. Vous avez... Beaucoup moins qu'avant, quand même. Hein. Mais vous avez été championne du monde. J'ai été championne du monde en 2000, avec la Belgique. Donc, vous représentiez la Belgique, parce que vous êtes belge. Oui, je suis d'origine française, naturalisée belge, mais j'ai toujours gardé mon statut belge par rapport au sport. Et donc, je suis devenue championne du monde avec la Belgique. Ouais. Et vous étiez donc en triplette ? Oui, à cette époque-là, on jouait à 4, comme chez les hommes. D'accord. On avait droit à une remplaçante, donc au départ c'est une triplette, mais on était 4. Alors, Eric est pointeur, et vous, oui. Vous étiez pointeuse aussi ? Oui, pointeuse aussi, ouais. Dans l'équipe nationale belge. Et ça, c'était votre... c'est le sommet, être championne du monde, c'est... De toute façon, je crois que c'est le plus beau. C'était où ? C'était en France, c'était à Hyères. C'était en 2000. Ouais. Vous avez battu qui en finale ? On a battu une équipe du Danemark. On avait pris la Thaïlande en demi, et en finale, on s'est retrouvé contre la Danemark, qui avait fait la grosse surprise de ces championnats du monde quand même. Et quand vous êtes championne du monde, vous jouez combien de fois par semaine à ce moment-là ? Vous entraînez beaucoup ? Je ne m'entraîne pas. Je n'ai pas à le peine temps. Ah, c'est vrai ? Oui. En fait, l'entraînement, moi, pour ma part, je le fais dans les nationaux.
Donc c'est vrai qu'à Ce qu'on appelle nationaux, pardon, donc c'est les grands tournois. Oui, c'est les grosses compétitions qu'on retrouve pratiquement tous les week-ends. Donc pour moi, je vais dire que c'était mon entraînement. À cette époque-là, je jouais pratiquement tous les week-ends. Donc la semaine, on n'avait pas le temps, on avait quand même une vie à côté, le boulot, la vie de famille. Donc ce qui fait que la semaine, on jouait très peu. Donc, mais le fait de jouer tous les week-ends, on a quand même un bon entraînement. Hein, parce qu'on est toujours en grosse compétition. Ce qui fait que quand on arrive au championnat du monde, c'est pareil, quoi. Mais vous aviez un coach, un entraîneur, des préparateurs. Comment étiez-vous structuré? Chez nous, en Belgique, le problème, c'est qu'à cette époque-là, quand nous, on a gagné en 2000, on n'avait pas de préparation. Maintenant, on les a. Depuis un an ou deux, on a une préparation. C'est plus professionnel, plus structuré? Oui, disons qu'ils se sont mis un petit peu à la page par rapport aux autres nations. Vous prenez la France, ils ont des entraînements, ils ont des semaines de préparation. Et nous, on n'avait pas ça. Nous, à cette époque-là, ils prenaient ce qu'on appelait les championnes de Belgique. Donc, dès qu'on était championne de Belgique, bouf, on était sélectionnés pour les championnats du monde. Maintenant, on a des préparations. Donc, on a les championnats du monde, là, cette année. On est un groupe de 16. Et là, ils nous font jouer différentes compétitions. Eric, tout à l'heure, nous disait que la différence entre les hommes et les femmes, surtout sur un plan physique, c'est au moment du tir. Vous étiez pointeuse. Est-ce que vous pouvez rivaliser avec Eric? Est-ce que vous pointez aussi bien qu'Eric? Ou Eric, est-ce que vous pointez aussi bien que Fabienne? Eric pointe certainement mieux, mais ils n'ont pas le même jeu chez les hommes, c'est vrai. Mais je pense que... Quand on dit c'est pas le même jeu... Ils ont un jeu plus offensif, nous on est un petit peu plus sur la défensive en tant que féminine. Quoique maintenant, avec les filles qui ont un super niveau, hein, il y a beaucoup de filles qui peuvent rivaliser avec certains hommes au tir aussi. Hein. Mais je pense que oui, avec Eric, je pense qu'on pourrait... on pourrait bien se battre, je pense. Vous vous êtes jamais rencontrés? Je crois pas. Je crois pas, non. Non, je pense pas. Mais, bon, les mixtes, moi, j'en faisais pas trop. On est souvent dans les mêmes nationaux, on se voit régulièrement. C'est un petit monde. Est-ce qu'il y a de la fraternité, de la confraternité? L'image de la pétanque, on a toujours cette image très sympa, le pastis, la décontraction. Mais non, on n'est pas pastis. Quand je pense qu'on joue à notre niveau, l'alcool, non, c'est évident. C'est pas la bonne publicité de la pétanque. Si on veut devenir un sport, il faut l'oublier, ça, et vite fait. Mais non, mais ça, c'est une caricature que je me permettais de dire. C'est la caricature, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on est fort amis, je veux dire. Non, dans l'ensemble, au niveau du haut niveau, franchement, il y a une grande fraternité. La plupart du temps, il y a toujours quelques gens qu'on apprécie moins comme d'habitude. Mais dans l'ensemble, le haut niveau, moi, en tout cas, pendant que j'y étais, il n'y a pas eu de souci. Mais Eric, Fabienne dit, on est plus défensive, on est plus prudente. Oui, parce que les filles ont une tradition de moins tirer, moins avoir de tireuses. Ça commence à changer ces derniers temps, comme disait Claude, où il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent, qui aiment tirer. Et à l'époque, les filles étaient plus basées sur le point, pointaient très bien. Il y avait beaucoup plus de mal à trouver des équipes où il y avait une, voire deux tireuses de haut niveau. Aujourd'hui, ça commence à changer. Chez nous, ça fait quand même plusieurs années, voire plusieurs décennies, que le meilleur en pétanque sont des phénomènes au tir, quoi. Donc on axe plus le jeu sur l'attaque. Et même les pointeurs, il faut qu'ils sachent tirer parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a souvent des bonnes boules à tirer à la fin, quoi. Oui, la bonne boule, ça c'est le spécialiste qui souvent parle. le pointeur se retrouve avec souvent il a une grosse main devant, quoi. Voilà. Donc c'est la boule souvent importante pour le pointeur. Voilà. Les tenues dans les compétitions, on a l'impression qu'il y a un gros effort qui est fait. Oui, c'est bien. Mais- C'est très bien, moi je suis pour ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je trouve qu'une équipe, au démarrage d'un national, d'une grosse manifestation, la personne qui vient sur un terrain de boule, qui ne connaît pas du tout la pétanque, si les personnes ne sont pas habillées pareil, elle ne sait pas qui joue avec qui. Donc le fait d'avoir la même tenue, la personne qui ne connaît rien à la pétanque, il va directement cibler qui joue avec qui. C'est vraiment important. Mais donc, et ça, c'est récent de faire un effort au niveau de la tenue, ensemble, le look, Eric. Oui, on évolue vers ce sens-là pour plus de visibilité. On essaye d'évoluer. Moi, je pense que maintenant, on évolue dans les grandes compétitions. Je pense que ça pourrait être, de mon point de vue, obligatoire, même dans les plus petits concours. Comme ça donnerait tout de suite le change. C'est un combat qu'on essaye parce que c'en est un, de mener au sein de notre club, nous, depuis une vingtaine d'années qu'il est créé. Où chacun doit mettre sa tenue obligatoirement, et si tout le monde faisait pareil, je pense que la pétanque ne s'en porterait que mieux, parce que une tenue pour un sport, ça paraît indispensable, et je pense que c'est une nécessité pour arriver au très haut niveau. Fabienne, je vous vois porter votre polo au but. Donc Oui. c'est la marque, bien sûr, au but. Oui, c'est la marque du sponsor. Bien Donc sûr, quand on est un peu sponsorisé, il faut bien la montrer. Non mais c'est bien, non mais c'est super, moi je ne reproche pas du tout, vous avez bien raison. Mais simplement, est-ce que au but a une ligne donc précise de pantalon? Est-ce que vous jouez en pantalon, en jupe, par exemple, surtout en pas les survêtement? jupes. Non, moi, on n'est pas à l'aise. Non, moi je suis souvent en pantalon. C'est vrai que la D'accord. plupart des filles maintenant commencent beaucoup le survêtement.
Mais bon, c'est un petit peu masculin, le survêtement, je trouve, Ouais. pour les filles. Donc, mais ils ont créé maintenant une tenue féminine qui c'est est bien, très ça. jolie. Mais évidemment, que tout le monde, malheureusement, ne peut pas porter. Ah d'accord, c'est un peu Voilà. compliqué. Mais ils ont une belle gamme. Et les aussi chaussures bien chez- Quelles sont les chaussures pour jouer à la pétanque? Ça, c'est vraiment comme on se sent bien dedans. Ah, Ça vraiment, peut être c'est un bien dans ses baskets, comme on dit, voilà, quoi. c'est C'est bien ça dans ses baskets, en fait. On peut très bien avoir une chaussure avec un petit talon, très léger, on ne joue pas avec des Ouais. talons aiguilles, hein. Mais je veux dire, on peut très bien porter un petit talon, au moment où on se sent bien dedans. On n'a pas une chaussure bien adaptée à la pétanque. Est-ce que Fabienne, quand vous étiez championne du monde, votre titre a instauré le respect, où il y avait pas de la moquerie, mais parce qu'on pensait que championne du monde de pétanque, ça voulait pas dire grand-chose. Comment ça a été perçu? Très bien, Ah ouais. parce que la pétanque, même si elle n'est pas officiellement reconnue comme sport, la pétanque, tout le monde joue à la pétanque. Ah ouais. Tout Et un le titre monde- mondial, c'est un titre mondial. Voilà, et de toute façon, une fois que vous l'avez, on vous l'enlèvera jamais, Bien sûr. même s'il a quelques années. Mais non, il n'y a aucune moquerie. C'est vrai que ça donne quand même de l'ampleur. Ça permet de se faire connaître, ça permet de se faire inviter dans les différents nationaux, parce que nous, en tant que féminines, par rapport aux hommes, on n'a pas du tout les mêmes invitations que les hommes. On est toujours un petit peu en retrait, parce que par le fait déjà qu'on est moins nombreuses. Et On a vu avec le qu'on nombre n'a de pas la licenciés, même- donc, 14% de femmes en France. En Belgique, c'est pareil. Il y a quoi? Il y a, Mais nous, on n'est pas nombreux, je ne sais pas exactement, mais on n'est pas aussi mais en termes de nombreux que la pourcentage, France. il y a une joueuse sur 10, sur 9 hommes, c'est ça, non? Oh, À peine. on va dire même 1 sur 15. Vous voyez, regardez, c'est ici qu'on a montré il y a 1 heure dans l'émission, voilà, que vous découvrez maintenant. Ouais. Regardez, donc moins de 25 ans, 14%, et les femmes représentent 16%. Ah oui, nous, on n'a pas tout ça. En Belgique, on n'est pas aussi nombreux. Il n'y a pas énormément de femmes. Et nous, ce qu'on a du mal, c'est à instaurer, c'est que les jeunes s'y mettent. Chez nous, on a très peu de jeunes aussi. Aussi bien que chez les filles que chez les garçons, hein. Donc, non, on n'est pas un gros pays au niveau pétanque, quoi. Eric, vous avez des enfants? Oui. Et ils jouent à la pétanque? Non, j'ai 2 filles, elles jouent comme ça pour s'amuser, mais elles préfèrent le volleyball. Mais ah ouais, mais c'est un sport intéressant parce que tout à l'heure vous me disiez donc que vous aviez été dans votre meilleure forme physique en 35-40 ans, mais ce sport-là se conserve magnifiquement bien parce qu'on voit même des vieilles gens encore continuer, même s'ils ont du mal à se baisser, à très bien jouer et c'est formidable. On peut jouer longtemps à la pétanque. On peut jouer longtemps à la pétanque, mais comme le disait le président, c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, quand on n'a plus une forme physique au sommet, on a du mal à gagner les grands concours et à aligner les performances de haut niveau pendant 8, 9, 10 parties. C'est ce qu'il faut faire pour gagner les grands tournois. Au niveau du championnat du monde, bon, encore à la limite, ce serait presque les plus faciles physiquement parce qu'il n'y a que 3 ou 4 parties. Maintenant, la tension nerveuse est tellement importante que c'est d'autres qualités qui font qu'il faut quand même être au top niveau et notamment intellectuel. Enfin, Oui, il faut être bien mentalement. Faut être bien mentalement, Puis c'est voilà. surtout avoir, comme on dit toujours, de bonnes cuisses, de bonnes jambes. Ah oui, bien sûr. Voilà. Parce qu'on fait, ça paraît pas, mais on fait beaucoup de kilomètres sur une grosse bien sûr. compétition. Plus la Les tension qui allers-retours, s'accumule dessus. oui, la pression, la tension, c'est pas évident, quoi. Les fameux maillots arc-en-ciel comme les coureurs cyclistes ont champion du monde. C'est votre récompense, ça, Fabienne et Eric. Vous Ah l'avez oui. gagné. Donc, Oui. on vous remet donc ce maillot arc-en-ciel. Voilà, tout à fait. Qui est en quoi? C'est en jersey, en coton? En Coton, laine ça dépend la texture du moment. Ils les changent en général, ça fait 2-3 fois. moi, qu'ils changent les j'en ai eu matières. 3 différentes aussi, je crois. Ah, des moi, j'ai matières. toujours eu la 3 même. donc, différentes. ouais. D'ailleurs, je crois. on voit votre maillot, Eric. Voilà. oui, toi, Je tu crois l'as qu'il y a été eu 3 trois fois. maillots, Donc, oui. 3 textures différentes. Un coup du Et alors, coton, vous les un coup remet à du- quel moment? Quand vous montez sur le podium? Absolument, juste avant. Juste avant. Et on Là, vous défile, êtes en à fait, droite, pour aller hein. au podium. Voilà. Ouais, vous êtes à l'extrême droite. C'est ça. Donc, juste avant de monter sur le podium. Oui. Qu'est-ce que vous en avez fait, Fabienne, de votre maillot? Ben, moi, c'est... Il est encadré dans votre salon? Parce qu'on pourrait imaginer, vous êtes Non, championne du monde. en fait, c'est- moi, j'ai jamais trop porté le maillot de championne du monde. Ah oui? Oui, parce que le maillot appartenait à mon papa. J'ai vécu une grande aventure le jour où j'étais championne du monde. Mon papa était dans le coma. Et mon papa est décédé le jour où je lui ai ramené le maillot de championne du monde. Ah, quel Donc, symbole. Ah, puis là. J'ai joué les championnats du monde en sachant que mon papa allait partir. Donc en fait, ça a été mon titre suprême, mais voilà, c'est à lui, c'est son cadeau et j'ai jamais porté le maillot de championne du monde derrière, sauf quand on a représenté 2 ans après qu'il a fallu porter le maillot en tant que championne en titre. Mais je veux dire, j'ai pas fait de compétition avec mon maillot parce que ça Parce lui qu'on- appartenait. Oui, mais quelque part, il vous a donné la force, bien sûr. Mais est-ce qu'on a le droit de porter ce maillot en dehors du championnat du monde, Eric? Oui, absolument. Oui, on peut Donc, le porter vous quand êtes dans on une veut. compétition et vous êtes un peu frimeur, vous pouvez le porter dans une petite compète ou alors c'est un peu ridicule?
Dans une petite compétition, oui, Pas ça fait vraiment, un petit peu ridicule. Mais par contre, dans les grandes compétitions, les nationaux ou les grands concours, oui, les organisateurs même nous demandent souvent de le mettre parce que ça, bien sûr. ça Oui, représente par contre, dans quelque l'année chose. en cours qu'on l'a gagné. Voilà. Pendant qu'on est champion du Voilà, monde. une fois qu'on a perdu le titre, Voilà. on ne va pas dans un national avec notre maillot de championne du monde. Je veux dire, voilà, on ne le remet pas. On peut le porter toute l'année en cours où on a le titre. Et vous avez la médaille aussi. Oui, on a Oui, une oui, médaille, oui. absolument. Ah, c'est sympa quand même. Médaille, des Championne du trophées, monde. des Ah, là, c'est petits chouette, trucs, quoi, ça. des petits cadeaux, voilà. Bon, Fabienne, vous continuez à jouer ou pas trop? Si. Et ben là, on vient d'être championne des Yvelines, donc on va faire les championnats de France dans 15 jours. Donc ça veut dire, en tant que championne d'un département, vous êtes qualifié pour le championnat de France, c'est ça? Voilà, c'est ça. En doublette Oui, en doublette, là. Ah, vous continuez? Oui, je continue, mais un petit peu moins qu'avant, mais je joue. Et puis là, je suis en présélection pour les championnats du monde en fin d'année. Ah, Je suis donc là, la là, carrière n'est pas terminée. on attend la. Non, on attend Loin la. de là. De toute façon, on va attaquer la grosse période parce qu'après, on arrive sur l'été, on joue un peu plus. Après, C'est là où il y a les gros tournois maintenant? Oui. Oui, là, une Juin, fois que les juillet, championnats, juillet, août. sont terminés, on attaque les gros nationaux. Après, Juillet-août. on a la Marseillaise, on a Millau, plein de trucs comme ça. Donc, on a des Europétante. grosses compétitions qui arrivent, et notamment les championnats de France et les championnats du monde. Oh là là, tout un programme. Oui. Fabienne, je vais vous demander de rester. Oui. Eric, merci d'être passé à domicile. Merci à vous. Et de nous avoir fait partager votre expérience de triple champion du monde, je le précise. Et Vartan, donc Berberian, va nous rejoindre. C'est lui, l'inventeur de ces superbes boules. Voilà, on va passer là encore un moment, je suis sûr, délicieux. Allez, tout de suite, l'info, et on se retrouve sur ce plateau pour la suite à domicile. C'est un honneur de recevoir sur ce plateau un ami, Vartan Berberian, auteur de ce best-seller, Le Figuier de mon père. Vartan, qui a quelques années, on peut le dire, d'origine donc arménienne, ingénieur, inventeur, officier de la marine marchande, d'origine arménienne, bien sûr. D'ailleurs, ce livre formidable, hein, vous avez écrit il y a quelques années, qui est sorti chez Anne Carrière, qui a été, on peut le dire, un best-seller. Vartan, mais on est là pour parler, non pas de ce livre, ça sera peut-être l'occasion une fois prochaine, mais surtout de la pétanque qui est votre passion, parce que je disais, vous êtes un inventeur, ingénieur, génial. Les boules qui sont sur ce plateau, c'est vous qui les avez créées. Absolument. Alors, on va faire un petit rappel historique. La plus ancienne, c'est la bleue. Non. C'est celle-là. Non. Non plus, c'est celle-là. C'est je commence celle-là. bien. Henri Voilà, Salvador. et j'avais une chance sur 4. Henri Ça, c'est la Salvador. boule. Henri Salvador. Créée en quelle année? 88. Vartan, 87-88. Vartan, une boule classique de chez Obut. Elle est constituée de quoi? C'est quoi une boule? En principe, En principe. toutes les boules sont créées d'un acier. Soit un acier, Oui. ce qu'on appelle XC 48, 38, 48, c'est-à-dire un acier mi-dur qui susceptible de subir une trempe, c'est-à-dire de durcir, Ouais. soit un acier ferritique en inox, qui a l'avantage de ne pas s'oxyder. Quand vous décidez de créer cette boule, signé Henri Salvador, grand joueur, on le sait, et vous avez été très liés tous les deux, vous décidez quoi? De révolutionner un petit peu? Cette boule, elle a une origine. L'origine, c'est André Pousse qui me l'a donnée Joueur lui involontairement. aussi, grand coureur cycliste et comédien, vous savez, André Pousse, bien sûr. Et joueur de pétanque. J'étais à Saint-Tropez avec lui. D'ailleurs, je vois une très belle photo d'Henri Salvador après qui fera le lien avec la deuxième boule. Mais la première, c'est André Pousse qui m'a incité à créer cette boule. Parce qu'à Saint-Tropez, à la fin d'une partie, au milieu, au moment de ramasser ses boules, il me disait, Vartan, vois-tu, j'attends que tout le monde ait ramassé ses boules et les dernières ne peuvent être que les miennes. Alors je me suis dit, mais c'est idiot qu'on n'ait pas un moyen de différencier ces boules. Bien sûr. Et c'est là que j'ai créé une boule avec de la résine d'époxy dans les rainures. Alors ça, c'était dans les années 87. 87. Et ensuite, que se passe-t-il? Alors, j'ai rencontré Henri Salvador. Voilà. Et lui m'a dit, écoute, j'ai appris que tu avais mis pas mal de brevets au point dans différents domaines. Je précise d'ailleurs, en parenthèse, que Vartan a inventé un verrou, Un écrou, dans des écrous de sécurité. écrou de sécurité, Varas, Varas, qui sont utilisé montés par mais la SNCF. Dans la SNCF, dans les aussi, TGV. les monte. Tous les TGV sont montés avec mes raccords. Les raccords Non, mais VVO. joli, c'est un inventeur génial, un ingénieur. Non, mais Alors, ces raccords équipent tous les circuits de freinage des chemins de fer et du métro du monde entier. Dernièrement, les métros de New York ont à la fois mes raccords et les écrous de sécurité. ça, c'est impressionnant. Alors, on revient sur la boule. Alors, Vartan. Donc, Henri tu décides Salvador. là, avec Henri Salvador. Et il m'a dit, Vartan, alors j'ai dit, je vais te faire une boule terrible, technique. Et j'ai mis au point cette boule VMS Plo. V comme Vartan,
M comme Marle, le forgeron, et S comme Salvador, à Odival, à côté des forges de Belzonde, qui eux, d'ailleurs c'est une histoire qui serait presque longue à raconter, avec une société qui s'appelle les Forges de Belzonde à côté de Odival, de Donc c'est Marle. cette boule-là. Voilà. Et c'est eux qui ont fabriqué cette boule. Il faut dire que c'est un travail de technologie extraordinaire. Le seul inconvénient de cette boule au départ, les plots étaient un peu trop élevés. Épais. Trop en Le relief. but de cette boule, c'était qu'elle s'usait moins, il y avait moins de... parce qu'on sait que les boules, parfois... Elle accroche Fabienne, plus. voilà. Je pense que c'est une boule qui accroche beaucoup plus dans la main. Voilà, mais c'est les premières qui accrochaient, et on s'est fait tout de suite une idée fausse en disant elle accroche de trop. Mais d'ailleurs, les nouvelles boules que je vais concevoir, je les ferai prendre à la main par des gens tout à fait neutres, et je leur demanderai laquelle est lisse et laquelle comporte les motifs en question. Le gros avantage de cette boule, c'est qu'elle a une trajectoire beaucoup plus précise lorsqu'on tire, lorsqu'on pointe, pas dans la trajectoire du À tir. cause de quoi? Des matériaux Alors, utilisés? Non, à cause du dessin. Le dessin? Je vais vous expliquer, c'est très simple. La balle de golf, Oui. la balle de golf, une parenthèse, en un siècle, il y a eu entre 50 et 80 brevets sur les boules de pétanque, il y en a eu 2000 sur les balles de golf. Les balles de golf, les premières étaient lisses. Les balles de golf allaient loin, mais elles allaient de travers lorsqu'elles étaient frappées, c'est-à-dire au contact. Ils ont fait des boules, des balles de golf à plot. On s'est aperçu qu'elles allaient nettement moins loin, mais droites. Et ils ont fait des balles de golf à alvéoles, qui vont aussi loin que les balles de golf lisses, et qui vont beaucoup plus droit que les balles lisses. Tout ça parce qu'une balle de golf au vent, dans l'air, se comporte exactement comme un voilier qui remonte au vent. Et ça, c'est le skipper qui parle, le passionné de voile. Oui, c'est Fabienne, bien- c'est vous bien avez utilisé possible. ce type de boule ou vous êtes dans des boules Non, classiques? je suis dans la boule classique. Moi, je joue avec de la Match Plus, qui est tout à fait lisse, sans stries, sans rien du tout. Non, je n'utilise pas ce qu'est-ce que genre. vous pensez de ces évolutions ou même de ce matériel novateur qu'a créé Vartan depuis X années? Ben, Vous êtes surpris? Oui, je pense que c'est fabuleux de toute façon. Après, comme j'ai pas testé, je ne connais pas réellement la boule. Pour la trajectoire, tout ça, je peux pas savoir. Mais c'est certainement vrai. C'est parce que je l'ai retiré à un moment donné de la fabrication. On a fait la tortue beaucoup moins épaisse et qui a un certain celle-là, succès. Oui, la tortue. Donc voilà, donc ça, c'est- mais pour Ça, moi, j'ai joué un troisième petit peu avec la génération. tortue, mais- troisième oui, génération, la mais tortue. pour moi, elle n'a pas la valeur. D'abord, si on regardait bien Henri derrière, il joue avec les VMS. Et jusqu'à la fin de sa vie, Henri n'a jamais changé de boule. Quand on s'habitue Moi, j'ai joué avec les VMS. à la plot, Mais moi, je suis pas un champion. à la boule à plot, lorsqu'on s'habitue à la boule à plot, on ne peut pas jouer avec On la une quitte boule. plus. Ah, c'est une merveille. Seulement, il faut s'y habituer. Ouais, C'est c'est ça. comme La, tout. la texture dans la main, Alors- je pense qu'elle doit être un peu spéciale, quoi, oui. Voilà, donc- on voit bien, voilà cette boule-là, incroyable. Et pourquoi du rouge dessus, Vartan? Eh bien, pour faire voir qu'elles peuvent être naturelles ou, dans les stries, avoir de la résine d'époxy pour les différencier d'une autre boule. Le prix de ces boules-là, par On rapport arrive par rapport aux autres boules de compétition, on C'est de on combien très 200 voisins. € les trois boules en Environ moyenne entre 150 et 200 Et ça, c'est le euros. prix de Fabienne des boules normales? Oui, là, on a la toute dernière de chez Obut qui coûte la plus chère, elle fait 249. oui. Mais sinon, après, on est entre 100, Ils ont- 150, 200 euros, on est sur une 200 bonne boule, euros. oui. Vartan, j'aimerais que l'on présente celle-là, la noire, dernière génération. Alors ça, c'est Oui, une révolution et c'est encore. celle qui est en cours actuellement, c'est la KTK que j'ai créée. Ah oui, la KTK, j'entends. Elle est Je connais magnifique. de réputation, Elle est j'ai magnifique. entendu parler, Oh là oui. là. Voilà. KTK, alors ça signifie KTK. Alors écoutez, KTK, c'est toute une histoire parce que dans le livre, j'ai parlé de cette nouvelle boule et je l'ai appelée Topic. Et alors, lors d'une dédicace à Marseille, j'ai rencontré un professeur de langue orientale qui m'a dit « Monsieur, Topic, ce n'est pas tout à fait arménien. » Il m'a dit « C'est à la fois arménien et turc. » Bon, je dis, je n'ai aucune haine particulière pour les Turcs, je leur reproche simplement d'avoir un peu de mémoire, tout au moins pour leurs dirigeants. Alors je dis, je n'appellerai pas ma boule Topic. Et lui m'a dit, monsieur, la petite balle en arménien se dit Kuntik. J'ai réfléchi un petit peu, et ma mère me disait, quand j'étais enfant, pour une petite balle, Kentak. Kentak, d'accord. K-T-K. J'ai dessiné le logo très rapidement
Et voilà. Et cette première boule, l'inspiration m'est venue à Monaco, au cours d'un match. Vartan, pardon, Dylan Rocher, le grand espoir qu'a Il joue avec. Il joue avec ça. Oui. Ouais. Ah ouais, donc la jeune génération est attirée par ces nouvelles boules. C'est-à-dire que, vous savez, c'est comme tout. Hein. On peut très bien aujourd'hui avoir des skieurs magnifiques qui skient encore avec des skis en bois, mais c'est assez rare. Hein, il faut évoluer. C'est comme si aujourd'hui on jouait avec le même ballon de football qu'il y a 40 ans. Quel est le poids? Le poids est invariable en général. Autour de combien, Fabienne? 700 C'est 700 la moyenne? Plus ou moins. Ça pour les femmes, un peu dépend. plus léger. Pour les filles, plus légère. Et puis, C'est vrai un peu plus léger. Moi, je joue à des 680, donc on Mais est des sur le bas boules de de 680. pointeuses sont plus légères que des boules de tireuses? Ça dépend, ça Non. c'est encore une Ça fois, encore, non ça n'a Ça rien dé- à c'est voir, sensation ça dépend. personnelle. Les vrais pointeurs prennent des petites boules Oui. et plus lourdes en Oui, général. en général, oui, ça Voilà. dépend. En général. Ou Mais- alors on prend un diamètre plus élevé, c'est-à-dire ceux qui ont un diamètre un petit peu plus élevé, ça allège un petit peu la boule. Vartan, toutes ces innovations-là, est-ce que le but, c'est d'occuper le marché ou, parce que vous êtes toujours un inventeur de génie, c'est également c'est de continuer à créer ou à un moment donné de dire j'aimerais que mes produits aujourd'hui soient distribués partout en France et à Eh l'étranger? bien, c'est pas du tout ça. Non, la démarche, c'est quoi? C'est pas du tout ça. Ah. Je suis arrivé à un âge, mais ça n'a rien changé à mes sentiments. Il est né en de 1925, voilà, tout simplement. Voilà. Je précise, vous calculerez rapidement, voilà. 26. 26? Ah, bon, je crois que c'était 25. non, mais bon, non, parce qu'il est coquin, c'est pour ça. Non, Ouais, pas- vas-y. non. Bon, Eh bien, c'est pas grave. non, c'est parce que mon rêve, Ouais. je vais vous le dire, et j'espère qu'il deviendra réalité, c'est que la pétanque reste française. Et au train où nous sommes partis, tout à l'heure, Alzheimer, vous avez dit, actuellement, au but, fabriquait entre 3 et 4 millions de Oui, boules par an. oui. Eh bien, Ils en ont démarré. 87, tout confondu, c'est-à-dire boules de loisirs et boules de compétition. En 1987, j'étais consultant avec JB. J'avais déjà tiré la sonnette d'alarme quand j'ai fait les premières boules en couleur. J'ai dit, les Chinois, qui aujourd'hui fabriquent des boules avec du sable à l'intérieur, feront les mêmes boules sans aucune difficulté que nous. Et à l'époque, on fabriquait entre 7 et 8 millions de boules par an. Et aujourd'hui, un seul fabricant, c'est-à-dire au but, ne fabrique en tout moins de 4 millions de boules. Il faut comprendre, c'est facile le calcul. Au train où on est parti, la pétanque sera chinoise. Parce que rien n'empêche les Chinois, Bien sûr. comme ils le font aujourd'hui, il faut le dire, ils livrent des boules au Maghreb, ils livrent des boules à l'Italie, ils livrent des boules au Luxembourg. Il suffit de rajouter dessus avec un poinçon JB ou au but. C'est tout. C'est terminé. Vartan- Tandis que là, on ne peut pas. Vartan, quand vous inventez cela, c'est chez vous, sur un ordinateur ou à l'ancienne, Sur- dans Non. quoi? Dans un. C'est chez moi, sur l'ordinateur, et puis... mais tu es venu, je crois, Je sais, non, mais. dans ma cave. Parce que Voilà, ouais, il a j'ai une cave, écrit ouais. que... dans mon prologue, j'ai parlé dans ma cave comme au ciel. Et je c'est suis beau, toujours comme au ciel dans ma cave. Vartan Berberian, qui a écrit avec Claude Azéma et Henri Salvador ce Passion pétanque sous forme de BD. Super, ça. Voilà. Et il faut que je dise un mot à ce sujet-là. Bien sûr, vas-y. Hop. C'est le script, lorsqu'on a eu l'idée, j'ai eu l'idée de base en disant, si on fait cette bande dessinée, il faut la faire à la manière du Petit Prince de Saint-Exupéry. Ah, c'est beau, ça. Autrement dit, on mettrait en photo principale un gosse qui demanderait à Henri Salvador, monsieur, au lieu de dire, monsieur, s'il te plaît, dessine-moi Dis-moi un mouton, oui. dessine-moi ce que c'est que la Dis-moi. pétanque. Et j'ai dit, il faudrait que tous les personnages soient des personnages existants. Et là, dans cette bande dessinée, tous les personnages sont existants. C'est beau, hein. C'est Et, beau, oui. super. et j'espère prochainement, avec Obut, rééditer cette bande et la ramener au bout du jour, parce que sur cette bande dessinée, on parle de 48 pays qui D'accord. jouent à la pétanque. Quand je Et vous nous dis- sommes aujourd'hui à plus de 90 pays. Quand je vous dis que Vartan a plein d'idées encore pour les 20 prochaines années, super. Comme ça, Merci c'est trop infiniment beau. d'être. C'est beau comme Vraiment, ça. on était ravis de soit avec nous sur ce plateau, Vartan. Voilà. Merci. Grande santé pour la famille, pour toi. Merci, avec la grâce de Dieu. j'espère Merci bien. beaucoup. Merci Fabienne. Merci à vous. Voilà, et à puis bientôt pour un Merci. nouveau numéro d'à domicile. C'est mardi prochain, je serai sur ce plateau. Bye bye, salut, bonne soirée. Merci.